donc ce n'est pas Nosferatu qui s'adresse à vous, mais j'ai une extinction de voix. Et donc, je ne vais pas être très long, fatalement. Je voudrais d'abord accueillir nos amis et vous accueillir vous, qui êtes venus à 17 h aujourd'hui pour écouter un sujet d'une grande importance. Et nous avons demandé à nos amis français de venir à Liège. Et vous savez que Liège est francophile. Je n'en dirai pas plus. J'expliquerai ça à nos amis tout à l'heure. Et donc, je vais faire des remerciements très brièvement. Je voudrais d'abord remercier quelqu'un qui, sans elle, la croisée des cultures n'aurait pas existé. Et donc, vous avez reconnu Fatima Chaban, qui est une fille exceptionnelle. Et c'est grâce à elle que pendant 3 ans, nous avons fait la croisée des cultures. Donc je voudrais vraiment la remercier. Je voudrais aussi remercier, et on ne le présente plus, Hassan Boussetta, il n'est pas encore professeur à l'université, mais ça va venir, qui est chercheur de la FNRS, chercheur qualifié. Et donc vous allez voir que vous n'êtes pas venu pour rien. C'est un garçon brillant. Et évidemment, nous avons une brochette. Allez, je ne vais pas dire de vedette. Nous avons une brochette de spécialistes qui, pour la plupart, viennent de France et de Navarre. Donc je voudrais remercier Florence Brasseur, François Burgat et Alain Grignard, qui sont là ce soir pour nous entretenir d'un sujet important. Mais évidemment, je voudrais aussi remercier Luc Ripel, notre partenaire de toujours, et Régis Simon, son directeur, est présent, discret, lui déjà, la foule. Donc, remercier Luc Ripel, remercier évidemment le Centre culturel arabe. Je veux dire, si on n'avait pas eu le Centre culturel arabe, on n'aurait rien fait. Et donc, merci d'être là. Et évidemment, attendez, il faut remercier le CAL, le Centre d'action laïque, et en particulier sa directrice adjointe, donc, que vous connaissez, qui est Catherine Maréchal, et depuis des années que je la connais, elle a toujours été là. Donc, merci à vous tous. Je ne vais pas être plus long, hein. Mais merci surtout à vous d'être présents ce soir. Voilà, je souhaite la parole à Sam, que je remercie une fois encore. Merci. Alors, merci au Centre d'action laïque. Est-ce qu'on entend? Le micro fonctionne? Oui, ouais. C'est bon? Parfait. Merci au Centre d'action laïque. Merci à Fatima Chaban d'avoir pris l'initiative de cette rencontre, qui me paraît être une rencontre importante, sur un conflit qui est un conflit brûlant d'actualité, qui est un conflit très meurtrier, mais qui a aussi comme caractéristique d'être un conflit très peu connu. Et rien que pour cela, pour l'effort pédagogique qu'on va essayer d'avoir aujourd'hui, je crois que cette rencontre en valait la peine, essayer de mieux comprendre ce qui se joue dans notre environnement immédiat. Je remercie aussi Fatima Chaban d'avoir construit minutieusement ce panel, et nous avons la chance d'avoir autour de nous 3 personnalités qui ont chacune leur entrée dans ce débat. Et je voudrais tout d'abord saluer la présence parmi nous d'un grand spécialiste du Yémen, mais pas seulement du Yémen, de la région du Proche-Orient de manière beaucoup plus large, François Burgat,
qui a fait le déplacement, je le remercie infiniment. Des politologues et islamologues, ceux qui s'intéressent aux questions du Proche-Orient, mais aussi à la question de l'islamisme, connaissent ses travaux. Il est directeur émérite de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France. Il est lié à un institut de recherche qui a été, au cours des 2 dernières décennies, et peut-être des 3 dernières décennies, extrêmement actif dans le développement de connaissances sur la région méditerranéenne et moyenne-orientale, qui est l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur le Moyen-Orient, sur le monde arabe et la Méditerranée. Il a été aussi, et là la France a la chance de quelque chose qu'on lui envie beaucoup, dans des petits pays comme le nôtre qui ne peuvent pas se permettre d'avoir cette infrastructure de recherche, il a été aussi le directeur du Centre français d'archéologie et de sciences sociales à Sanaa, et également directeur de l'Institut français du Proche-Orient à Damas. Il a donc une connaissance intime de ces sociétés qu'il a longtemps étudiées, observées, et sur lesquelles il a publié beaucoup. Sur le Yémen, je renvoie au Yémen vers la République de 2005, et alors tous ceux de ma génération, ceux qui sont passés sur les bancs de l'université, Alain, se souviendront d'une lecture qui était essentielle au milieu des années 90, qui était l'islamisme en face, une réflexion qui était en rupture sur ces questions. Nous avons aussi à nos côtés Florence Brasseur, qui est d'Amnesty International. Elle est bénévole à Amnesty International et elle travaille dans un groupe d'initiative à Mons sur la question. Elle a beaucoup travaillé sur la question de l'Arabie Saoudite et on va voir tout à l'heure dans les exposés qu'évidemment la présence de l'Arabie Saoudite et l'intervention militaire de l'Arabie Saoudite au Yémen l'a amené très rapidement à travailler sur la question du Yémen, et elle va nous éclairer aussi sur les aspects, les enjeux humanitaires très lourds qui se posent aujourd'hui au Yémen. Et puis j'accueille mon collègue Alain Grignard, qui est islamologue à l'Université de Liège, qui est aussi responsable de la division antiterroriste de la police fédérale, qui a à la fois une approche théorique, académique, mais aussi une approche très pratique, très concrète, et donc il a une longue expérience aussi sur la question du Yémen, qu'il a visité je ne sais plus combien de fois. Tu m'avais dit ça à l'occasion d'un mémoire qu'on avait dirigé ensemble plus d'une dizaine de fois, je crois, au Yémen. Donc il connaît très bien la région, et François Burga nous a dit tout à l'heure qu'il connaissait non seulement la région, mais aussi très bien son sous-sol. C'est ça? Par là? Par la spéléologie. Spéléologie, voilà, comme ça vous savez tout sur le parcours d'Alain Grignard, qui nous fait l'amitié d'être aussi parmi nous. Alors, le Yémen, bon, on va écouter nos intervenants. C'est un pays d'abord un pays magnifique, mais c'est un pays qui est surtout meurtri par un conflit qui a fait déjà plus d'une dizaine de milliers de victimes, qui est un conflit aujourd'hui dans une situation humanitaire catastrophique, avec plusieurs millions d'enfants qui sont en situation de détresse et de besoin d'aide urgente. On est dans un pays aussi où les enjeux de santé deviennent catastrophiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un pays sur lequel nous avons relativement peu d'informations. Et c'est peut-être la première question que j'ai envie de poser au panel, c'est de s'interroger sur le pourquoi de cette relative méconnaissance, et j'ai peut-être même envie de dire, est-ce qu'on n'est pas face à une ignorance structurée? Non pas face à une méconnaissance, mais par rapport à une volonté de ne pas prendre connaissance. Et je pose aussi la question à François Burga, peut-être pour commencer, est-ce qu'on n'est pas dans une situation, comme on l'a été dans d'autres moments de crise qui ont touché la Méditerranée et le monde arabe, dans une forme de désensibilisation par rapport à des tragédies qui se jouent à nos frontières? Merci beaucoup, bonsoir à toutes et tous, merci à Sam Bousseta, merci à Fatima Chaban de nous accueillir, merci à Alain Grignard qui ne connaît pas seulement la superficie du Yémen, son sous-sol, mais également un certain nombre de falaises assez aériennes où je l'ai vu en train de reproduire des épigraphies utiles au travail des historiens pré-islamiques. Pourquoi on connaît mal le Yémen?
Parce que le Yémen, par rapport, si on reste dans l'unité géographique du monde arabe, ben c'est plus loin que la partie du monde arabe qu'on connaît. C'est plus loin que l'Algérie, mais c'est aussi plus loin que l'Égypte et le Proche-Orient. C'est vraiment le bout du monde arabe, d'accord? Lorsque je dirigeais une institution de recherche, vous savez, ces institutions qui cherchent désespérément à capter l'attention des Bruxellois pour avoir un peu d'argent, eh bien, j'avais essayé de plaider que par le biais du canal de Suez, un peu d'eau de la Méditerranée baignait les côtes du sud du Yémen, mais ça avait plus ou moins bien marché. C'est un pays qui est très loin, c'est un pays qui est très pauvre, donc ce pays n'a pas la capacité de communication qu'ont des acteurs dont on va parler, les Saoudiens et les Émiratis. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Et on va rajouter, alors il a une histoire complexe aussi, qui l'a éloigné dans le temps, c'est que c'est un pays qui n'a pas été colonisé, si ce n'est dans sa frange sud, par les Britanniques. D'accord? Alors il faut dire que c'est un pays compliqué, puisqu'il a une double histoire nationale, donc j'ai dit sa frange sud britannique, mais tout le nord du pays, la partie la plus importante du pays, après le départ des Ottomans à la fin des années 1910, à partir de 1911, et non pas avant même 1918, l'effondrement des Ottomans, il n'y a pas de colonisateur qui arrive derrière, comme en Syrie. Il n'y a pas un mandat de la Grande-Bretagne ou de la France. Donc ce pays est loin, très pauvre, il est loin historiquement aussi, puisque nous n'avons pas les liens qui ont été tissés par la relation coloniale avec d'autres, avec l'essentiel du reste du monde arabe. Mais je dirais qu'il y a une raison supplémentaire pour laquelle ce conflit, cette fois-ci, est mal connu, c'est qu'on n'arrive pas, on peine à tracer la ligne entre les bons et les mauvais. Normalement, dans un conflit, on a besoin d'avoir une vision positive d'un camp, une vision négative d'un autre. Vous savez, vous connaissez le logiciel par lequel nous autres Européens nous articulons aux dynamiques politiques dans le monde arabe. On nous dit où sont les islamistes, où sont les laïcs, et on a connu, on a tout compris, on sait quel camp il faut soutenir. Or, dans le conflit yéménite, des gens qu'on peut corréler au phénomène de l'islam politique, il y en a dans les deux camps. Il y en a dans les deux camps. On ne peut pas dire que les Saoudiens qui sont impliqués directement dans un camp ne sont pas des islamistes, et on ne peut pas dire non plus que les Houthis qui sont dans l'autre, soutenus, on va le voir, plus ou moins par l'Iran, ne sont pas aussi des islamistes. Donc on peine à identifier des acteurs auxquels on s'identifierait très facilement, hein, et qui alimenteraient un petit peu l'intérêt que nous avons pour ce conflit. Mais bon, s'il fallait dire l'essentiel, enfin, non plus sur le Yémen, mais sur le conflit, c'est le rapport de force. Hein. Alors, je voulais vous signaler que les paresseux d'entre vous qui ne veulent pas trop écouter peuvent acheter l'Écho qui est paru ce matin, et il y a quand même orné d'une terrible photo, il y a quand même un résumé où les grands axes de ce que j'essaye de vous présenter maintenant, et j'inaugure cette interview en disant ce conflit oppose le rapport de force entre les belligérants est totalement disproportionné, parce que le pays le plus pauvre de la région est opposé à deux des pays les plus riches de la région, d'accord, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et les pays les plus riches, ben vous le savez, on a spontanément plus de sympathie à l'égard des pays très très riches qu'à l'égard des pays très très pauvres. Donc les sponsors de l'Arabie Saoudite et les Émiratis, c'est-à-dire nous autres, et l'Écho a titré, nous sommes des co-belligérants. C'est un officiel français, ils ont enlevé ça ils ont enlevé la note, mais c'est un officiel français qui a dit sous couvert de la confidentialité, les Français sont co-belligérants au Yémen, les Britanniques sont co-belligérants au Yémen, et bien sûr les États-Unis sont co-belligérants au Yémen. D'accord ? Alors maintenant, situer le conflit, c'est une mission impossible de le faire de façon très simple et très claire en peu de mots. Mais j'aime bien les missions impossibles. Donc on va dire que la crise au Yémen, on va la situer dans la rubrique printemps arabe. Régime ayant vécu longtemps, ayant un certain degré d'autoritarisme qui sont remis en cause par une poussée populaire. D'accord ? Alors on a ça au Yémen. Au Yémen, il y a des traits communs avec la situation tunisienne. Par exemple, ce sont un segment de la société non institutionnalisé dans le champ politique, ce n'est pas des partis institutionnalisés qui vont donner le déclencheur. C'est la jeunesse, on l'a appelé la jeunesse révolutionnaire, c'est la jeunesse révolutionnaire qui donne le top débat.
Ils veulent faire un peu comme au Caire, ils voudraient occuper la place Tahrir, la place de la libération. Pas de peau, le gouvernement a anticipé, et donc il a été occupé, lui, la place Tahrir. Alors eux, ils vont créer une autre place, ils font un jeu de mots en arabe, ils vont prendre une place devant l'université, et ils vont occuper la place Tahrir, qui veut dire le changement. Hein. Ça, c'est une petite subtilité des révolutionnaires yéménites. Qu'est-ce qui va se passer? Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. La jeunesse révolutionnaire reçoit immédiatement le soutien de la partie la plus institutionnalisée de l'opposition, la mieux organisée, celle qui a des racines sociales, celle qui a une expérience politique, celle qui a même une expérience de pouvoir, et, last but not least, qui a le soutien de certains segments de l'armée. Donc, au Yémen, la dynamique révolutionnaire va recevoir le soutien de son environnement à un point tel qu'elle va faire basculer le pouvoir, qu'elle va obtenir le départ du président Ali Abdallah Saleh. Dans une atmosphère régionale étonnamment consensuelle. Étonnamment consensuelle. Tout le Conseil de coopération du Golfe est d'accord. Mais les Américains sont d'accord et les Russes sont d'accord. Donc on est dans tout le début de la phase révolutionnaire du Yémen, dans une phase étonnamment consensuelle. Et donc les Yéménites vont se mettre à une table, vont se mettre à négocier, ils vont établir ce qui va s'appeler un dialogue national, institutionnalisé, sous l'égide de l'ONU, avec plusieurs centaines de représentants, et ils vont se partager les dépouilles de l'ancien régime. Ils vont arriver à un moment crucial, qui est l'élaboration d'une constitution fédérale, puisque ce pays, bien sûr, comme tout pays, mais dans une atmosphère, dans une configuration où l'État national est beaucoup moins achevé que partout ailleurs, eh bien, il y a des tensions régionalistes. Et je l'ai dit, je l'ai évoqué, il y a eu 2 Yémen qui se sont réunifiés seulement en 1990. Donc il y a des gens dans le sud qui sont en tension avec le nord, il y a l'est, etc., etc. Et donc ils vont élaborer une constitution fédéraliste. Et là, écoutez bien comment ça va commencer. Il y a des gens du nord du pays. Moi, je n'ai même pas besoin de vous les définir par leur religion. Je n'ai pas besoin des mots zaïdites, chiites, islamistes. On va oublier ces catégories. On va juste dire les gens du Nord. Moi, je préfère les définir sur une base régionaliste. Les gens qui sont aussi les perdants de la guerre républicaine de 20 ans avant, les gens un peu oubliés de l'histoire du Yémen, ils s'aperçoivent qu'on leur file une région. Alors, imaginez que le nord du Yémen, si on regarde vers la mer, il y a un port qui s'appelle Hodeïda. Et on leur dit, ah non, vous n'avez pas le port de Hodeïda. Le port de Hodeïda, il est rattaché à une autre région. Eh bien, la crise du Yémen, elle commence là. Il faut bien vous souvenir de ça. Parce qu'après, quand il y a 3 semaines, on vous a dit, oh, les Houthis sont de mauvais négociateurs parce qu'on leur a demandé comme ça, pour faire un geste, de se retirer du port de Hodeïda, hein, pour que les négociations puissent commencer. Moi, j'ai dit immédiatement, mais vous êtes fous. Vous leur demandez d'abandonner l'accès à la mer pour lequel ils ont pris les armes. D'accord? Alors on va dire, une population qui avait participé au printemps, qui était un des tombeurs de Ali Abdallah Saleh, va faire grain de sable. Non, on ne marche plus, on prend les armes, on refuse, puisque vous nous refusez l'accès à la mer. D'accord? Alors, l'une des composantes des vainqueurs du printemps arabe se rebelle militairement. Attention, c'est là que ça se complique. L'État profond, le Zine El Abidine Ben Ali, qui n'est pas parti en exil en Arabie Saoudite, qui est parti mais qui est revenu, le président qui est sorti tête haute, qui a été autorisé à rester le leader du parti au pouvoir. C'est pas rien. Hein? Moi je dis le président sortant qui n'est jamais sorti. Le président sortant qui n'est jamais sorti voit ces gens du Nord avec qui, je sais c'est compliqué, ils s'étaient battus pendant des années. C'était vraiment pas ses alliés. C'était pas du tout ses alliés. Mais il dit, oh, et si j'allais discrètement m'allier avec eux? Et voilà le printemps yéménite qui dérape. C'est-à-dire qu'un segment des vainqueurs du printemps, mécontent, revient au registre des armes et trouve le soutien décisif de l'État profond resté dans les mains du président Ali Abdallah Saleh. Voilà, vous avez la configuration de la crise. Maintenant, attention, il nous faut cette crise yéménite
comme la crise syrienne, enfin, beaucoup plus que la crise tunisienne et égyptienne, mais comme la crise syrienne, elle va immédiatement s'internationaliser. Donc, je vous ai donné la séquence initiale, mais évidemment, l'environnement régional va entrer massivement en action. Quand on est, l'autre jour, je disais, je prenais une comparaison très facile, le Yémen va être soumis à un embargo, c'est très dur. Et je disais, le Qatar aussi, il est soumis à un embargo. J'en viens du Qatar, je vous assure, ils sont en pleine santé. Pourquoi? Parce qu'ils ont des ressources financières illimitées, et donc un pays très riche soumis à des tensions économiques résiste beaucoup mieux qu'un pays très pauvre. Donc le Yémen, lui, va, sous l'effet de l'affaiblissement du lien national, voir toutes les appartenances alternatives infranationales reprendre leur rang. Je ne suis plus yéménite, ben je vais devenir nordiste, Houthi, mais je vais devenir aussi sudiste, ancien du sud, mais je vais devenir aussi, bien sûr, chafiite, sunnite et éventuellement zaïdite. Toutes les... C'est pas forcément les appartenances religieuses qui prennent le relais du lien national affaibli. J'aime le rappeler, ça. Dans la crise syrienne, je ne suis plus syrien parce que le lien étatique ne fonctionne pas. Est-ce que je deviens automatiquement chrétien ou sunnite ou alaouite? Non. Ça peut être aussi le lien tribal et ethnique qui prend le relais. Je peux devenir quoi? Kurde. Donc vous voyez bien, il n'y a pas un automatisme du primat de l'appartenance religieuse lorsque le lien national s'affaiblit. Mais disons, dans le Yémen, l'internationalisation de la crise, dans un environnement particulièrement pauvre, va faire que chaque segment de la population va être, chaque composante, chaque groupe va être mercénarisé. C'est un mot très important. Les gros riches du Nord, l'Arabie Saoudite, les Émiratis, vont se partager le conflit. Et l'Arabie Saoudite, la carte du Yémen, elle est très compliquée, mais il y a une façon de la rendre très simple. Il y a le Yémen des montagnes et le Yémen pas des montagnes. Eh bien, c'est la configuration militaire au Yémen, elle est extrêmement simple. Les Émiratis et leurs milices et leurs mercenaires étrangers qui appartiennent à ce que j'appelle leur légion étrangère créée en 2010 par le monsieur de Blackwater, par l'Américain qui a fabriqué la privatisation de la guerre irakienne, eh bien, les Émiratis tiennent le sud. Fiction d'État, il n'y a plus d'État légal au sud. Il y a des milices tenues par les Émiratis et les Saoudiens bombardent au nord. Et en 3 ans et demi de conflit, les milices émiratis et le patchwork de forces militaires qui combat au sud n'a pas mis un doigt de pied dans le Yémen des montagnes. Et là, vous voyez bien qu'il y a donc un échec de la stratégie militaire. Donc on peut laisser continuer la guerre. Une guerre, c'est toujours horrible, mais au moins il y a un camp qui gagne à un moment. Mais là, il n'y a pas de camp qui gagne à un moment. Il y a juste les destructions massives dont on va faire l'inventaire tout à l'heure. Et donc, voilà à peu près la configuration où on se trouve actuellement. Une crise qui s'est internationalisée, non, peut-être, comme ça on n'y reviendra pas. Il y a actuellement 3 fractures politiques au Yémen, pas une seule. Il y a la première, le gouvernement qui avait légalement pris la succession de Ali Abdallah Saleh, qui a été chassé du pouvoir par ceux que j'ai désignés par une variable régionale, mais on peut dire c'est les Houthis, c'est ces fameux rebelles Houthis du Nord qui sont aussi les héritiers de l'appartenance zaïdite chiite qui s'oppose à l'appartenance religieuse du Sud qui est chafaïte sunnite. Il y a donc les Houthis contre le pays légal ou l'ex-pays légal. Mais les Émiratis, qui sont les parfaits néo-impérialistes de la situation, qui soi-disant sont au Yémen pour restaurer le pouvoir du président qui a été poussé dehors par les Houthis, eh bien, ils ont une stratégie qui consiste à raviver la fracture nord-sud. Ils ont alimenté un front de libération du Sud, et assez vraisemblablement, ils ont occupé l'île de Socotra, cette île, ce bijou au large de l'océan Indien, au sud, au sud-est du pays. Ils ont occupé militairement contre l'avis du gouvernement qu'ils sont soi-disant en train de soutenir. Donc on voit bien que là, on a un agenda qui a complètement débordé. Mais ça fait un deuxième front, sudiste contre nordiste. Et puis on a un troisième front,
J'ai dit tout à l'heure, il y avait un dialogue national avec tout le monde qui discutait. Non, il y avait tout le monde qui discutait, sauf les groupes radicaux. Sauf les deux groupes radicaux, d'abord Al-Qaïda, d'abord Daesh. On aura peut-être le temps avec Alain Grignard de dire que ces groupes radicaux, ils ont une importance particulière au Yémen. Pourquoi? Moi je vais vous dire mon point de vue. Parce que les groupes radicaux n'ont de place sur cette terre que nous partageons qu'en fonction de l'échec des institutions au centre. C'est tout. Les groupes radicaux, si le système politique fonctionne, il reste des extrémistes. Alors, il y a toujours des extrémistes. Ils sont aux extrêmes des sociétés. Mais si, comme à Mossoul en Irak, le centre du système politique s'effondre ou fabrique de la stigmatisation, de compartiment significatif de la société, ben les gens ils regardent Daesh, ils disent ouais d'accord, c'est pas tellement notre style, c'est un peu radical, mais c'est mieux que le gouvernement aux mains des chiites à Bagdad. D'accord? Au Yémen, c'est la même problématique. Les groupes radicaux n'existent qu'en fonction des contre-performances des institutions politiques au centre. Et c'est un festival, donc effectivement, les groupes radicaux, c'est le troisième front que les Yéménites, si on les laisse le faire, on viendra après parler des conditions de sortie du conflit, si on les laisse le faire, c'est les trois fractures que les Yéménites devront combler pour pouvoir affronter leur avenir. Un mot optimiste pour conclure. Les Yéménites ont donné la preuve à de nombreuses reprises. Ils ont même été les pionniers du dépassement des fractures sectaires. En 1990, souvenez-vous, l'Algérie, la décennie noire, l'éradication par la violence des vainqueurs du scrutin de 91. Eh bien, le Yémen, lui, il était à l'avant-garde de la modernité politique. Il avait son opposition islamiste qui était intégrée au Parlement. Il venait d'opérer une réunification entre des communistes ou des dangereux marxistes du Sud et des forces politiques d'une autre couleur au Nord. Donc les Yéménites ont déjà démontré qu'ils ont la capacité intellectuelle de surmonter ces tensions internes que l'affaiblissement du lien national a ravivé. Donc on n'est pas forcément complètement pessimiste, mais j'espère qu'on y reviendra. Le rôle des sponsors de la coalition, le rôle de la coalition saoudo-émirati et de ses sponsors m'apparaît en tout cas, et à d'autres que moi, comme extrêmement négatif. Merci. Merci. Alors, je vais vous donner comme porte d'entrée ce rapport que nous avons avec la région, et dans le rapport que nous avons avec le Yémen, et vous venez déjà de le déconstruire très significativement, on a la perception d'une opposition qui serait uniquement confessionnelle entre des Houthis chiites et des sunnites. Donc c'est une grille de lecture qui appauvrit la situation, vous venez de l'expliquer, mais vous n'avez pas cité dans votre exposé ce qui est un corollaire de cette vision qui réduit un peu l'enjeu, c'est une opposition géopolitique entre des puissances que sont l'Arabie Saoudite, vous l'avez dit, mais l'Iran n'a pas été cité dans votre exposé. Est-ce qu'Alain Grignard, par exemple, pourrait ajouter quelque chose à cette, à la fois, réalité plus complexe, qu'il connaît bien, puisqu'il a étudié tous ces mouvements qui recourent à la violence politique et qui sont très présents au Yémen, et qu'il a étudié aussi la dynamique des relations internationales. Peut-être une petite réaction là-dessus pour, comment dire, aller un peu plus loin aussi dans notre compréhension de la complexité de la région. En fait, je ne sais pas ajouter grand-chose à ce que François vient d'expliquer magistralement, c'est clair. Mais d'abord, je vais revenir sur l'ignorance par rapport au Yémen lui-même. C'est clair que moi, je constate en donnant cours, comme M. Boussetta à l'université, que quand on demande aux étudiants où se trouve le Yémen, ils n'en savent rien. C'est loin, personne ne sait trop ce que c'est. Et je pense que je suis un des premiers à avoir suscité des mémoires sur le Yémen pour essayer justement d'intéresser les gens à des questions qui tout à fait... dont on ne parlait jamais chez nous, les Houthis, toute la complexité du pays. Maintenant, les gens qui ont maintenant conscience qu'il y a une guerre au Yémen, ils raisonnent de façon assez binaire, comme M. Boussetta vient de le souligner. D'un côté, il y a les chiites qui sont soutenus par l'Iran, et de l'autre côté, il y a ceux qui sont soutenus, les sunnites qui sont soutenus par les Américains, disons, qui sont quelque part derrière les Saoudiens, ça tout le monde le sait. C'est un peu plus compliqué que ça. Et personnellement, moi, l'influence de l'Iran, elle est vraiment très minime, elle n'est pas démontrée dans le conflit. Parce qu'au départ, on ne va pas revenir sur les particularités des
Houthis, qui sont c'est une sorte de chiites un peu particulier, mais qui ont des rites qui sont beaucoup plus proches que les sunnites. Ils sont considérés à la limite par les chiites de Téhéran comme étant des hérétiques finalement. Et maintenant, si l'Iran s'y intéresse au moins de loin, c'est pour marquer évidemment son opposition par rapport à l'Arabie Saoudite, puisqu'il y a une lutte maintenant pour l'hégémonie régionale, vous le savez tous bien sûr. Maintenant, il n'est pas démontré que les Iraniens fournissent des armes, des moyens, etc. en Houthis, ce serait très compliqué, ceci dit. Donc là, c'est une lecture qui est un petit peu réductrice, mais là, je crois que François y a suffisamment insisté sur le sujet. Concernant le Yémen aussi, on a souvent l'habitude de l'associer à des groupes terroristes, Al-Qaïda, maintenant l'État islamique, etc. C'est clair que M. Ben Laden y a séjourné, c'est clair que ce genre de groupement, comme ça a déjà été souligné tout à l'heure, il peut proliférer dans les pays, disons, ce qu'on appelle des États faillis en sciences politiques. Et là, ce que je crains, c'est que ces situations, quand vous avez une population qui se fait taper dessus de tous les côtés, finalement, et dans les différents généraux au niveau international, eh bien, ça favorise évidemment l'adhésion à ces groupes qui viennent leur dire, vous voyez, ici, tout le monde vous persécute, on est déjà très pauvres et tout, et là-dedans, c'est les Américains d'un côté, c'est les Saoudiens, etc. Et quelque part, ils peuvent vendre leurs marchandises aussi. Donc, dans ce genre de configuration, il y a le risque de voir proliférer, bien sûr, des groupes comme Al-Qaïda, comme l'État islamique. L'État islamique, bon, dont on pense qu'on n'aura plus à en entendre parler, ça c'est une grosse erreur, il va se réincarner sous une forme qui est plus proche de ce qu'on a connu auparavant, Al-Qaïda, etc. Et c'est clair que c'est un... Moi, je suis content d'être ici parce que j'ai pu amener François, parce que justement, il faut vraiment prendre conscience de ce qui se passe là-bas. C'est quelque chose d'absolument épouvantable. Le pays n'a vraiment pas besoin de ça pour, moi je dis, dans l'état dans lequel il se trouvait déjà. Donc, même je dis, moi, je n'ai vraiment pas de prétention par rapport pour ajouter des choses pertinentes, disons, par rapport à ce qui vient d'être dit par François. Et justement, peut-être la question mérite d'être posée. Est-ce que le Yémen, dans les difficultés qu'il vit aujourd'hui, peut être une base de recomposition de groupes, et notamment on pense à Daesh? C'est un peu le problème ici. Donc, pour ne pas rentrer dans plus un exposé trop long, c'est clair qu'on a constaté qu'il y a eu une exacerbation de la violence politique, en tout cas celle qu'on a subie, qui est marginale, ceci dit, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en Europe, depuis 2000, il y a eu 1000 morts par le fait d'actions terroristes. Alors ici, évidemment, c'est clair que ce que je dis, c'est inaudible pour les familles des victimes, etc. Mais il y a quand même 40 000 morts par an par rapport aux États-Unis, dans les différents générales aussi. Donc le terrorisme, c'est pas comme un truc où tout le monde risque, en sortant d'ici, d'être frappé par un islamiste. Tout ça, il faut un petit peu sortir de l'émotionnel dans lequel ces mouvements nous ont précipités. Alors, c'est clair qu'il y a eu de l'exacerbation quand il y a eu une territorialité, ça a été les talibans à l'époque où Ben Laden s'est servi, disons, de l'Émirat islamique d'Afghanistan comme marche-pied pour frapper l'Occident, comme l'État islamique qui au départ n'avait pas nécessairement d'intention belliqueuse à notre égard, mais en son sein, il y avait des gens qui voulaient s'en servir comme marche-pied pour nous frapper, et ils ont frappé quand on les a attaqués, ceci dit. L'État islamique, c'est vrai que je ne cautionne pas bien sûr la manière dont ils ont composé leur territoire, mais ils n'ont pas commencé à frapper l'Occident, à frapper chez nous, avant que la coalition ne commence à le bombarder. Alors maintenant, on est un petit peu dans une configuration où il n'y a plus de territorialité, l'État islamique a quand même perdu quasiment la totalité de la sienne. Maintenant, on peut se demander s'ils peuvent reconstituer une territorialité ailleurs. Moi, plutôt dans mes pronostics, je vois plutôt l'Afghanistan de nouveau ou bien la Libye. Le Yémen, c'est clair qu'il peut avoir aussi une territorialité, mais qui est plus diffuse, comme dans le Sahel, etc. Donc je ne pense pas que le Yémen puisse servir vraiment de base arrière, comme ça a été en Afghanistan ou pendant le momentum de l'État islamique. Parce que, encore une fois, la fragmentation de la société, François a bien insisté par rapport à ça, n'est pas propice, je pense. Non, si je me trompe, tu me corriges, François. On va peut-être passer à une autre dimension du conflit, qui est sa dimension humanitaire, en accueillant à nouveau Florence Brasseur d'Amnesty International. J'ai dit tout à l'heure que plusieurs millions d'enfants sont en besoin d'aide humanitaire urgente. Il y a des problématiques de santé extrêmement importantes. Peut-être nous expliquer comment, avec Amnesty, vous en êtes venu à prendre en charge la question du Yémen. Je ne suis pas sûre comment le micro fonctionne. On m'entend bien. Très bien, alors parfait.
Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et les organisatrices de cette soirée qui permet de braquer les projecteurs sur le Yémen. Et je voudrais aussi les remercier d'avoir associé Amnesty International à l'événement. Alors, Amnesty International, c'est une organisation de défense des droits humains que certaines et certains d'entre vous connaissent par l'action qui est menée par les militants locaux que vous rencontrez à certaines occasions dans la ville de Liège, notamment lorsqu'ils font des collectes de fonds, qu'ils vendent des bougies ou qu'ils essaient de recueillir des signatures pour des pétitions. Mais toutes ces actions sont soutenues évidemment par des recherches menées par des équipes de spécialistes qui dépendent du secrétariat international d'Amnesty qui est basé actuellement à Beyrouth pour ce qui concerne le Moyen-Orient. Alors, toutes les informations dont je dispose à propos du Yémen sont le résultat, entre autres, de la chercheuse qui est spécialisée sur la question et qui s'appelle Racha Mohamed. Donc, je disais qu'Amnesty, c'est une organisation de défense des droits humains, et donc sa préoccupation essentielle en ce qui concerne le Yémen et le conflit qui s'y passe actuellement, c'est la protection de la population civile et le sort de la population civile. Alors, nous avons tous vu sur nos écrans ou dans nos journaux des photographies d'enfants ou d'adultes dans des états de santé absolument épouvantables, des images qui nous sidèrent et qui nous renvoient aussi à une sorte d'impuissance et à une interrogation sur ce que l'on peut faire par rapport à une situation comme celle-là. Alors, les violations du droit international humanitaire, qu'on peut appeler aussi les lois de la guerre, eh bien, ces violations au Yémen, elles sont commises par, je dirais, toutes les parties au conflit. Amnesty International a particulièrement recherché des informations en ce qui concerne deux belligérants. Et il se fait que la population est vraiment prise au piège des attaques qui sont menées d'une part par ceux que j'appellerais les forces Houthis et leurs alliés. Et là, il s'agit surtout d'attaques au sol, de tirs de mortiers qui se passent sans discernement, qui se font de manière aveugle. Et d'autre part, il y a aussi des attaques, des frappes aériennes extrêmement puissantes qui sont menées par ce que l'on appelle le gouvernement internationalement reconnu, qui est appuyé par la coalition menée par l'Arabie saoudite. Et là aussi, il s'agit de frappes aériennes sans discernement, aveugles, ou qui viseraient délibérément des populations civiles, des infrastructures civiles, des marchés et des bus scolaires. Alors, en ce qui concerne les chiffres, moi, ces chiffres me donnent le vertige et j'arrivais plus, je faisais vraiment une recherche pour pouvoir vous donner certains chiffres et je n'en ai retenu qu'un seul que j'ai lu après avoir épuisé toute une série de ressources. C'est qu'il y a 24 millions de personnes qui sont dans le besoin et d'une aide humanitaire urgente. Voilà, c'est énorme, je crois que c'est 75% de la population du Yémen. Et au cours des derniers mois, le bilan civil s'est effectivement alourdi. Et donc, il y a des violations du droit international humanitaire qui sont commises par toutes les parties au conflit, et il y a également des violations du droit international des droits humains. À la suite de ce conflit, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont dû quitter leurs habitations, leurs villes, leurs villages. Il y a énormément de déplacés, en plus de personnes qui sont blessées, tuées ou qui vivent dans des conditions précaires. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de camp officiel pour ces déplacés qui sont obligés de trouver des abris de fortune. Alors, Amnesty International s'est aussi intéressé à ce qu'on appelle la crise humanitaire, qui est marquée notamment par des problèmes liés à l'approvisionnement.
Et à ce propos-là, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques mois, qui a été publié en anglais, qui s'intitule Stranglehold, qu'on pourrait traduire par mainmise ou emprise, et qui recense toutes les restrictions menées par les parties au conflit pour empêcher l'aide humanitaire d'arriver aux populations qui en ont besoin. Alors, je ne sais pas si c'est l'objet déjà maintenant de peut-être entrer dans le détail de ces restrictions, mais il faut savoir que ces restrictions sont menées par toutes les parties, et notamment par les forces de la coalition qui opèrent des contrôles un peu trop poussés, qui se montrent un petit peu trop procéduriers pour contrôler les vaisseaux, justement les navires, qui arrivent au port d'Hodeïda et qui peuvent apporter des biens de première nécessité. Donc il y a ça, il y a ces contrôles qui sont extrêmement pointilleux et qui retardent considérablement le débarquement des marchandises. Et il y a aussi, une fois que les marchandises sont arrivées sur le sol yéménite, il y a aussi des problèmes qui sont liés aux autorisations qui doivent être délivrées par l'autre camp, dirais-je, c'est-à-dire les forces Houthis et leurs alliés, en ce qui concerne les déplacements des véhicules pour délivrer cette aide humanitaire. Donc des problèmes pour que l'aide arrive sur le sol, et puis des problèmes de distribution. Et c'est vraiment ce qui doit être distribué, ce sont vraiment des biens qui sont des biens de première nécessité. Donc voilà un peu les constats qui ont été faits par Amnesty International en ce qui concerne cette crise humanitaire et les besoins. Alors je propose de m'arrêter là pour l'instant et peut-être plus tard d'envisager évidemment les recommandations d'Amnesty, parce qu'il ne suffit pas de constater, mais il faut aussi agir. Peut-être avant de me tourner vers le public pour proposer une réaction, peut-être encore interroger François Burga sur un regard peut-être plus macroscopique, puisqu'il a resitué la crise du Yémen dans le cycle des printemps arabes, même si la conflictualité au Yémen est antérieure, hein, vous l'avez dit aussi. Alors, d'un point de vue plus macroscopique, on voit que ce cycle des protestations qui ont touché pratiquement l'ensemble des pays de la région depuis décembre 2010, a produit des résultats très contrastés, avec une situation qui s'enlise au Yémen, en Libye, en Syrie, qui est extrêmement violente, mais aussi d'autres scénarios. Alors par rapport à ces cas, et notamment celui du Yémen, quel regard un peu prospectif on peut essayer de dresser pour se dire qu'est-ce qu'on peut jeter comme regard? Est-ce qu'il y a tout de même un brin d'optimisme dans cette noirceur? Merci. Il faut redire une donnée essentielle. La crise yéménite n'est plus une crise yéménite. La crise yéménite est une crise qui est internationalisée. De façon un petit peu provocante, moi j'ai écrit il y a 1 an déjà, la crise yéménite est une crise simple. Elle n'est pas si compliquée que cela. Je me suis fait reprendre à juste titre. En fait, j'avais mentionné l'Iran, l'existence de l'Iran, et on s'était échangé un regard pour dire, j'ai dit le camp soutenu par l'Iran, et puis on s'est regardé en disant pour autant qu'il soit véritablement soutenu par l'Iran. Parce que, effectivement, il faut comprendre que l'affichage sectaire, c'est l'Iran et l'Arabie Saoudite qui font une guerre par Yémen interposé, est idéologique et trompeur. L'idée que la guerre au Yémen est une guerre contre l'Iran, c'est ce que veut imposer comme lecture l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à faire passer la guerre contre les Houthis pour une guerre contre l'Iran, vous avez le soutien automatique des Américains. Pourquoi?
parce que vous avez automatiquement la sollicitude des Américains à l'égard de leur excellent allié israélien, qui lui a une attitude obsessionnelle vis-à-vis de l'Iran. Donc dire c'est une guerre de l'Iran contre l'Arabie Saoudite, c'est déjà s'assurer le soutien de la communauté internationale. Dans la réalité, regardez la géographie physique. On n'est pas en Syrie. L'accès au Yémen, l'accès physique au Yémen, sachant que vous avez un embargo maritime exercé par les puissances de la coalition, États-Unis inclus, et que vous avez un embargo aérien parfait et total, et que sinon vous faites le tour par Oman et vous... bon, c'est pas facile d'alimenter massivement. On n'a aucun exemple d'un approvisionnement militaire massif des Houthis par l'Iran. Il y a des exceptions pour confirmer la règle. Très vraisemblablement, en petite quantité, des munitions, des pièces permettant de updater les vieux missiles Scud sont arrivés jusqu'aux Houthis. Mais on ne peut pas dire c'est une guerre qui est portée. Les Houthis ne sont pas arrivés à Sanaa militairement parce qu'ils avaient le soutien de l'Iran. Hein. Donc ça, c'est très très important à rappeler. Pourquoi toutes les négociations ont échoué jusqu'à présent? Parce que pour négocier, il faut que les deux parties aient intérêt à négocier. Et jusqu'à présent, toutes les différentes, commençant en Oman, au Koweït, récemment en Stockholm, commencent toujours sur une base faussée. La plateforme de négociation n'est pas acceptable par les Houthis. Elle est trop imprégnée du rapport de force. Elle est trop proche des attentes de la coalition qui rêve toujours d'une victoire militaire. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai insisté. On demande aux Houthis, avant même les négociations, oh, vous commencez par vous retirer de Hodeïda. Et non, c'est absolument inadmissible. C'est le cœur de la guerre. Deuxième chose, on leur dit, ah, on va réouvrir Sanaa, mais l'aéroport de Sanaa, mais ça deviendra un aéroport de trafic local. Hein, vous pourrez monter dans l'avion, mais vous irez vous poser à Aden, en territoire contrôlé par la coalition, pour qu'on vérifie bien qu'absolument rien ne vous parvient dans l'autre sens. Hein. Les avions qui arriveront à Sanaa, certes, seront passés par Aden où ils auront été pillés ou contrôlés, etc. etc. Donc, ce qui bloque les perspectives actuellement d'optimisme, c'est que les négociations démarrent sur une base qui sont toujours trop déséquilibrées en faveur de la coalition. Et pourquoi? Parce que la coalition, elle est soutenue par la communauté internationale et qu'une fois n'est pas coutume, les Russes ne s'en mêlent pas. Les Russes n'essayent pas au Yémen d'atténuer le rapport de contrarier le rapport de force qui donne l'hégémonie à la partie qui est soutenue par les Américains. C'est ça qui actuellement nous rend, empêche que l'on soit véritablement, et moi j'ai été frappé par Stockholm, le signal de dire aux Houthis, commencez par vous retirer de Hodeïda, bon, j'ai dit tout de suite, j'ai commenté, j'ai dit, ah bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisqu'on commence déjà par imposer une plateforme de négociation qui est inacceptable. Hein. Juste un mot sur les groupes radicaux, très très exactement dans le sens qu'a dit Alain, c'est-à-dire la matrice, il y a des groupes radicaux quand les institutions du centre ne fonctionnent pas. Mais juste pour dire la relation entre Al-Qaïda et Daesh. D'abord, Al-Qaïda a une implantation particulièrement forte parce que au Yémen, je m'approprie le Yémen, je dis notre 11 septembre, il a eu lieu un an avant. C'est-à-dire que la tension avec les États-Unis a commencé en 2000 avec l'attaque du US Cole dans la baie d'Aden. D'accord, 17 morts. Le président Clinton, le US Cole, participait à l'embargo de l'Irak, dont on savait à l'époque qu'il avait fait plusieurs centaines de milliers de victimes, y compris, Madeleine Albright n'a pas contredit la journaliste qui l'interviewait, qui disait, mais vous savez qu'il y a eu 500 000 morts. Ce chiffre, il faut l'expliquer, des baisses de natalité. Mais disons, il y avait des victimes civiles en Irak. Alors, le US Cole, c'est-à-dire, c'est pas un pédalo, le US Cole, d'accord? C'est un bateau de guerre qui fait la guerre et qui parfait l'embargo qui a ramené l'Irak au 19e siècle. Quand M. Clinton vient à l'enterrement des 17 marins, qu'est-ce qu'il dit à peu près mot pour mot? Il dit, nos jeunes sont morts because they were lovers of freedom and liberty. J'ai su comme ça qu'il y avait deux mots pour dire liberté en anglais, freedom and liberty. Nos jeunes sont morts parce que c'est des amoureux de la liberté, comprenez-vous, d'accord? Et c'est-à-dire, c'est cette capacité à totalement dépolitiser la matrice qui génère l'émergence des groupes radicaux, d'accord?
Et ça a continué. En 2014, j'étais encore au Yémen, c'est la dernière fois que j'y suis allé, et je discutais avec une dame, je dirais comme vous et moi, si vous me permettez cette image très familière. Cette dame, elle avait été ministre des droits de l'homme au Yémen, et elle me dit, François, ce matin, à 30 km d'ici, mes enfants, ils entendaient les drones tourner, ils veulent nous rendre fous. Alors si vous voulez comprendre pourquoi Al-Qaïda a son assise sociale si importante au Yémen, il faut que vous sachiez que les États-Unis, c'est pas Trump, je suis désolé, c'est Obama. Ils ont fait plus de 2000 morts par exécution extrajudiciaire avec des dommages collatéraux. Oh, on s'est trompé, c'était un mariage, c'était pas un groupe de terroristes, etc. etc. Donc Al-Qaïda a une superficie, puisque Al-Qaïda au Yémen a fait ce qu'a fait Daesh ailleurs. Ils sont parvenus à contrôler un élément du territoire. Alors qu'est-ce qu'a fait Daesh, juste comme ça, pour voir à quel point c'est compliqué? Daesh, par rapport à Al-Qaïda, je dirais qu'on est un niveau de radicalisme plus haut. Et pourquoi? Parce que Al-Qaïda s'intéressait, vous le savez dans sa terminologie, à l'ennemi lointain. L'ennemi lointain, c'était les États-Unis. Les États-Unis qui permettaient aux ordres politiques locaux illégitimes de perdurer. Les Daeshis, eux, n'ont pas vécu, ne sont pas nés en Afghanistan, là où la variable sectaire n'était pas centrale, ils sont nés en Irak, là où la variable sectaire était centrale, parce que le gouvernement était aux mains des chiites qui maltraitaient les sunnites. Donc Daesh a importé au Yémen des attaques sectaires qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire ce sont les seuls, à partir de 2014, à avoir attaqué des mosquées sur la seule base de l'appartenance des mosquées zaïdites, donc on était sûr de taper sur des chiites. Et donc voilà ce qui s'est passé. Mais ces groupes-là ont une superficie sociale importante en proportion des dysfonctionnements. Ça sera ma dernière phrase. Il faut deux conditions pour qu'il y ait des extrémistes musulmans. Il faut un dysfonctionnement majeur des institutions politiques au centre. Ça ne suffit pas. Il faut que ces dysfonctionnements majeurs des institutions politiques soient exacerbés par une ingérence étrangère. Voilà, et bien on a tout. Au Yémen, on a tout. En Irak, en Syrie, on a le dysfonctionnement majeur des institutions politiques qui fabriquent de la stigmatisation, de la marginalisation d'une périphérie de la société qui va se rapprocher du centre, parce qu'elle se sent exclue. Et évidemment, ce sont les sunnites en Irak et en Syrie. Et il faut une ingérence extérieure qui donne ce que les Anglais appellent une license to kill, aux tyrans illégitimes qui, normalement, au regard du rapport de force interne de la société, devraient être exclus, mais qui ne l'est pas parce qu'on le perfuse. On le perfuse comme Bachar el-Assad a été littéralement perfusé par l'intervention iranienne et russe. Bien le Yémen, je crois qu'on a très exactement cette configuration. Merci. Alors voilà, je pense qu'il y a déjà une matière importante à débat. Je vois déjà des mains qui se lèvent dans la salle. Alors je vais proposer à Fatima, peut-être Florent là-bas, de faire circuler le micro. Alors, Malakat, tu prends la parole en premier. Merci beaucoup. D'abord, Madame Brasseur, vous avez parlé d'Amnesty International. Qu'est-ce qu'Amnesty a fait ou qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? C'est très bien de constater. Condamnation, je ne sais pas s'il y en a eu réellement, mais bon, et quoi après? Quant à vous, M. Burga, vous critiquez les États-Unis, et quoi à propos de l'Europe? Quand je vois que les Européens, au Parlement européen, beaucoup de parlementaires qui nous cassent les oreilles tout le temps avec les valeurs de l'Occident, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Et quand il s'agit de voter des élections, quand il s'agit de voter, au Parlement européen une résolution pour l'arrêt de vente d'armes, ils s'abstiennent ou ils ne sont pas d'accord. Et aussi, quoi à propos de nos syndicats, quand je vois que nous, les syndicats wallons ici en Belgique, bon, peut-être ils ne sont pas loin d'ici, mais ils sont contre l'embargo, ils ne veulent pas empêcher les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite ou aux pays qui participent, parce que la vente d'armes crée de l'emploi, et j'ai entendu souvent des représentants syndicaux à la RTBF et ailleurs où c'était scandaleux ce que j'ai entendu.
Alors, est-ce qu'on ne doit pas cesser notre hypocrisie? Merci. Merci. Alors, on va encore prendre deux autres questions. Voilà, ici au premier rang. Deuxième rang, pardon. Merci. En fait, j'ai deux questions qui sont fort différentes quand même. Mais la première, celle qui m'a choqué le plus, c'est l'attaque de l'Arabie Saoudite, les bombardements où la presse n'a pratiquement pas parlé. Et je n'arrive encore pas aujourd'hui, malgré toutes vos explications, à comprendre comment l'Arabie Saoudite s'acharne à aller se battre dans un pays qui n'a rien à lui apporter. La plupart du temps, quand il y a une guerre, ça intéresse quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à y prendre. Ici, à ma connaissance, il n'y a rien. Nous sommes allés, mon épouse et moi, il y a 22 ans en Arabie Saoudite, on y a passé un mois. Oh, il y a même, pardon, excusez-moi. Le truc, c'est que je me demande bien de quoi ils peuvent encore vivre aujourd'hui. Je n'ai pas suivi, en 22 ans, je n'ai pas suivi l'histoire du pays, mais je n'arrive quand même pas à comprendre quelle est leur économie. Ils n'avaient rien il y a 22 ans d'ici, à ma connaissance en tout cas, rien. Il y avait déjà pas un combat, mais entre le sud et le nord, comme vous l'avez dit, c'était déjà un petit peu comme nous avec les Flamands, mais un peu plus. Alors, j'ai toujours pas compris ça. Donc, ma question est, pourquoi est-ce que personne n'a branché qu'à l'Arabie Saoudite a bombardé très vite, a envoyé ses avions? Première chose. Et deuxièmement, de quoi peuvent-ils vivre demain? Merci. Ok, merci. Monsieur avait demandé la parole. Pardon. Oui, bonsoir. Je suis retraité d'enseignement supérieur. Je suis ingénieur civil. J'aurais bien voulu placer le débat plus haut. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en train de parler de marionnettes et de moutons de Panurge. Monsieur Burga dit tantôt que faire un embargo sur un pays riche comme le Qatar, ça ne pose pas de problème, parce que le Qatar est riche. On va avoir la richesse de ces pays-là, c'est qui exactement qui l'a fabriqué. Ça tombe bien parce que hier soir, je ne sais plus si c'était RTBF1, il y a eu un truc sur la propagande et le mécanisme aux États-Unis pour faire passer the American way of life dans la population. C'est tout proche du lavage de cerveau. Les intérêts là-dedans, c'est simplement continuer à ce que les lignes de production des armes tournent. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'ai autre chose à dire. On va prendre déjà cette première série de 3 questions et permettre aux orateurs, s'ils le souhaitent, de rebondir. Alors, il y a plusieurs idées qui ont été J'ai encore une chose à dire. Si on fait bien de la propagande, comme les Romains en faisaient déjà, comme les Grecs en faisaient déjà, il y a longtemps, forcément Hitler, il s'est surpassé, lui. Hein, mais la propagande, etc., vous savez, on va pouvoir faire apprendre l'anglais à tous les Arabes, hein, sans problème. Ils le connaissent déjà. Hein. Oui, mais même le chinois, hein, ils pourront un jour apprendre le chinois sans problème. Pardon, je pensais que vous aviez terminé. Donc voilà, je vais proposer aux intervenants de réagir s'ils le souhaitent. Il y a plusieurs interrogations. Une interrogation sur la position européenne, une interrogation sur la question de la fabrication des ventes d'armes, qui est une question très sensible en Belgique et plus particulièrement en Wallonie et encore plus particulièrement à Liège. Il y a une question sur l'intérêt stratégique de l'Arabie Saoudite. Donc voilà une série d'éléments. La question de la propagande. Donc est-ce que certains souhaitent réagir? Monsieur Burga. Bon, mais je vais peu réagir aux questions qui m'accusent de n'avoir pris la mesure de la part de responsabilité de l'Europe ou du mécanisme de vente d'armes. Si vous regardez l'article de l'Écho, le titre c'est « Nous sommes co-belligérants ». Donc c'est quand même sorti de ma bouche.
Si vous googlez un petit peu, vous verrez que nous ne sommes pas si nombreux que ça à nous être mobilisés. Il y a eu un député de la République En Marche, et le pauvre, c'est mal terminé pour lui, donc il a quitté son groupe. Mais il y a eu des initiatives en France pour dénoncer. Et si vous googlez, vous verrez que moi je m'en suis pris directement au président de la République. J'ai dit il y a un domaine où le en même temps ne fonctionne absolument pas, parce qu'on avait essayé de m'associer à une manifestation pour l'humanitaire au Yémen, et j'ai dit la France veut s'accrocher des médailles humanitaires, c'était au mois de juin de l'année dernière, alors qu'elle est co-belligérante, il faudrait déjà qu'elle commence par... Donc l'importance du mécanisme des ventes d'armes comme l'un des moteurs du conflit, moi je pense être, enfin parmi, je ne vais pas m'accrocher de médaille, mais parmi les premiers à l'avoir souligné de façon plus explicite. Simplement j'ai ajouté un deuxième facteur auquel je tiens beaucoup. Ce conflit continue parce que ça nous permet de vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats, et parce que ça fait plaisir à l'État hébreu dans sa relation obsessionnelle à l'Iran, et que cette guerre est labellisée anti-iranienne. Ce sont les deux vecteurs. Qu'est-ce qu'ils sont venus foutre l'Arabie Saoudite? C'est une très bonne question. Bon, depuis votre dernier passage, le Yémen a eu, pour le pire, pour le meilleur, la société française Total. Ils ont un peu de pétrole, un peu de gaz, mais effectivement, c'est une des économies les plus pauvres de la planète. Pourquoi les Saoudiens sont intervenus? D'abord, on tord le cou pour la dernière fois à la variable sectaire. Les Saoudiens ont une politique qui est tout sauf religieuse. Il faut arrêter la pacotille qui disent ils veulent exporter le wahhabisme. Bon. Les Saoudiens, pendant la guerre républicaine des années 60, cette guerre où nous avions, nous les Français, Bob Denard, qui combattait avec les royalistes au nord, hein, donc avec les zaïdites au nord, avec les chiites au nord, eh bien l'Arabie Saoudite était avec les chiites au nord. D'accord ? Donc après, pendant la guerre de réunification en 1994, quand l'unité a volé en éclats, l'Arabie Saoudite a soutenu les communistes du Sud. D'accord? Donc le vrai logiciel de l'Arabie Saoudite, il est très clair. Ce sont des conservateurs et ils ne veulent pas qu'un mouvement populaire puisse remettre en question les pouvoirs établis dans la région. Donc, ils ont eu dans le printemps arabe un logiciel très simple. Ils étaient contre la révolution en Tunisie, contre la révolution en Égypte. Ils ont tout fait pour savonner la planche à Morsi. Ils ont tout fait pour soutenir Sisi. D'accord? Après, on se rapproche de la Syrie, de Bahreïn et du Yémen. Attention, il y a une variable nouvelle qui va intervenir. Ils sont du côté du Manche, sauf si l'un des deux belligérants a une appartenance sectaire qui fait qu'il va interférer avec le rapport de force avec l'Iran. C'est-à-dire que s'il y a des révolutionnaires chiites, évidemment il va s'en tenir loin, mais s'il y a des révolutionnaires sunnites contre des chiites, alors là il va éventuellement se mobiliser. Et le Yémen est particulièrement didactique sur ce terrain, parce qu'au Yémen, les Saoudiens ont d'abord soutenu, ils se sont servis souvent des Houthis zaïdites pour leurs intérêts. Ils ont par exemple éradiqué un centre salafi qui était proche de leur frontière qui s'appelait Damaj. Ils se sont alliés aux Houthis pour faire la police dans le coin. Ils se fichaient que les Houthis soient chiites. Pendant tout le début de la révolte Houthi, pendant tout le temps que les Houthis se rapprochaient de Sanaa, les Saoudiens les ont soutenus. Pourquoi ils les soutenaient? Parce qu'ils ont peur de Daesh, les Saoudiens, mais ils ont peur des extrémistes, mais ils ont encore plus peur des modérés. Ils avaient encore plus peur du parti Islah au pouvoir, parti dont on va dire, mais j'aime pas dire ça parce que quand on emploie cette expression, les gens ils déconnectent, ils débranchent les plombs, mais parti proche de la famille des frères musulmans, néanmoins opposition modérée qui avait exercé le pouvoir. Et donc pendant tout le début de la crise, les Saoudiens soutiennent les Houthis. Et puis tout d'un coup, la variable relation avec l'Iran va prendre le pas. Vous savez que vrai ou faux, les Iraniens se vantaient de s'accrocher les capitales arabes une par une à leur veston. Les Iraniens disaient, nous sommes les patrons à Bagdad, nous sommes les patrons à Beyrouth, nous sommes les patrons à Damas, et nous allons bientôt être les patrons à Sanaa. Hein? Et ça, c'était too much. Et c'est dans ce contexte-là, avec une variable très importante, l'arrivée au pouvoir de MBS. L'arrivée au pouvoir de ce monsieur qui quand même qui va changer complètement de logiciel diplomatique. Avant l'Arabie Saoudite, c'était tout sauf un régime démocratique.
Mais c'était un régime où les élites, dans leur diversité, étaient plus ou moins associées à la décision politique. Donc il y avait une espèce de régulation, on ne prenait pas des décisions extrêmes. Ce que fait MBS en arrivant au pouvoir, c'est qu'il fout tout le monde dehors. Il monopolise le pouvoir pour la première fois et il va adopter cette diplomatie extrêmement agressive, cette aventure guerrière au Yémen. Alors cette aventure guerrière au Yémen, elle est à la fois pour affirmer son pouvoir dans le contexte de l'Arabie Saoudite, il a une diplomatie voilà, dont il attend des dividendes à l'intérieur, et effectivement, le logiciel, c'est quand même pas s'approprier les richesses. Qu'est-ce qu'ils veulent les Saoudiens? Ils ne veulent pas avoir une frontière sud donnant sur un régime qui leur est hostile. Les Émiratis s'en foutent, ils n'ont pas de frontière comme ça. Les Émiratis, eux, ils veulent contrôler Aden, Socotra, ils veulent contrôler la circulation dans la mer Rouge pour se tailler un petit empire commercial. Les Saoudiens, ils veulent la paix sur la frontière sud, mais ils ne veulent pas pouvoir imaginer que sur leur frontière sud, c'est un régime sous influence iranienne. Et donc voilà ce qu'ils font au Yémen. Ils ne viennent pas chercher la richesse du Yémen, évidemment. Ils ont toujours peur du Yémen, ils ont deux démographies qui sont presque comparables. Attention, simplement, si vous enlevez le pourcentage important d'étrangers, presque 30% de l'Arabie Saoudite, le Yémen est plus peuplé que l'Arabie Saoudite. Donc ils ont toujours eu peur de ce pays plus peuplé et qui était en train de démontrer qu'il pourrait y avoir un processus démocratique qui mettrait fin à un régime comme le leur. Donc voilà à peu près quel est leur agenda actuellement au Yémen. Vous évoquiez la population, le fait que c'est tout de même un pays très peuplé. On n'a pas connu de crise migratoire telle qu'on l'a connue pour la Syrie. Très important à rappeler. On n'a pas eu de flux de migrants, c'est une des raisons pour laquelle on se fiche un peu de la crise yéménite. Il n'y a pas eu la menace des migrants, ça c'est très important de le rappeler. Il y en a eu vers Djibouti, on sait qu'il y a eu plusieurs milliers de Yéménites qui ont fui vers Djibouti, mais on n'a pas connu cet impact. Donc, alors est-ce qu'il est à redouter plus tard? Est-ce qu'il faut l'encadrer? Mais il y avait aussi une question qui vous était plus directement adressée. Comment est-ce qu'on passe de la sensibilisation à la solidarisation, une forme de solidarité avec, et d'acheminement d'aide humanitaire, puisqu'on est aussi dans une crise qui nécessite l'organisation d'un circuit humanitaire pour toutes ces populations en besoin. C'était une question qui portait sur au-delà du constat. Je crois que c'est ça la question que monsieur avait posée. Il est évident qu'on peut s'interroger aussi sur la communauté internationale et sur les Nations Unies qui semblent, je dirais, assez passives par rapport à ce conflit. Et c'est un des rôles du mouvement, c'était un des rôles d'Amnesty, justement, après avoir fait ce constat sur toutes ces violations du droit international humanitaire avec d'autres organisations, ça a été de faire des pressions au niveau du Conseil des droits de l'homme pour que finalement, au bout de plus de 2 ans et demi de pression, ce Conseil des droits de l'homme, donc qui est un organisme de l'ONU, crée un groupe d'experts sur le Yémen, experts chargés d'enquêter sur les allégations de violation du droit international humanitaire et chargés aussi de présenter des recommandations. Ça, c'était en 2017, donc ça a été une première étape. Les experts ont rendu un premier rapport, 1 an après, c'était ce qui était prévu, ils avaient un mandat d'1 an, donc ils ont rendu un rapport en 2018. Alors, dans ce rapport, Amnesty n'a trouvé rien de neuf par rapport à ce qu'elle-même avait pu déjà constater. Mais voilà, il s'agissait d'un rapport d'experts mandatés par l'ONU et ils ont demandé un prolongement de leur mandat. Alors, il faut savoir que le premier rapport, le premier groupe d'experts, le premier mandat, pardon, avait été créé avec, je dirais, l'unanimité des États. Voilà, tout le monde était d'accord pour qu'il y ait un groupe d'experts sur le Yémen. Évidemment, quand ils ont rendu leur rapport, ça n'a pas plu vraiment à l'Arabie Saoudite, je pense. Et donc, lorsqu'il s'est agi de prolonger le mandat de ce rapport d'experts, qui est chargé d'enquêter, évidemment, à ce moment-là, l'Arabie Saoudite
s'est dégagé et n'a plus voulu soutenir la création de ce groupe d'experts, ce deuxième mandat, qui a quand même été accordé au groupe d'experts. La Belgique l'a soutenu, hein, ce rapport d'experts, et donc c'est peut-être intéressant et peut-être à relier tout à l'heure avec les ventes d'armes, parce qu'on sait aussi que la Belgique est impliquée par rapport à ces questions. Donc ça, c'était une première action. Et puis alors, il y a eu une deuxième action qui est liée à ce rapport d'Amnesty qui porte sur les restrictions imposées à l'aide humanitaire. Et donc là, on espère que ce rapport, si vous voulez, fait toute une série de recommandations aux différents acteurs du conflit, et notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, hein, qui est maintenant entré dans la danse, si je puis dire, hein, et avec une demande expresse de favoriser l'accès à l'aide humanitaire par les différentes entrées possibles, et notamment ce fameux port de Hodeida dont on a déjà parlé. Donc voilà, ça, ce sont des pressions que le mouvement exerce via des bureaux qui sont installés à Genève ou à New York auprès des organisations internationales. Parce que ça aussi, c'est le travail d'Amnesty. Voilà. Merci. Alors, je reprends une série de questions dans la salle. Je vois une main qui se tend d'abord au milieu. Florent. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Moi, j'aurais une question par rapport à la piraterie qui existe au Corne de l'Afrique. Est-ce que l'exaspération, on va dire, de la situation au Yémen a un impact sur la piraterie? Est-ce que la piraterie a augmenté dans le golfe d'Aden? Et si c'est le cas, est-ce que cela a un impact sur le trafic maritime international? Merci. Très bien, une question très précise. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention, des remarques dans la salle? C'est une autre question. Ah, voilà, ici, première. On a parlé tout à l'heure d'une négociation qui avait eu lieu pour ouvrir le port à l'aide humanitaire, et elle semblait aboutir, mais j'ai entendu dire, il faudrait m'informer, qu'il y avait eu un attentat par un drone dans une situation sur un stade quelque part, et qu'il y avait donc un grand général qui avait été tué, et que ça menaçait de faire en sorte que les négociations n'aboutissent pas. Je ne sais pas si on va le voir. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore... alors, on prend les dernières. Vous voulez rajouter une autre réflexion? C'est pour demander qu'on réponde à votre question? Oui, allez-y. Excusez-moi, si vous me permettez, je reviens sur la question que j'avais posée. Quand nous sommes allés là-bas, on a vu la production de cartes énorme partout. On était ébahis de voir ça, remplacer le café, etc. Mais c'est là la question que je me pose, de quoi vivront-ils demain, quand cette guerre, plutôt possible j'espère, sera terminée? De quoi pourront-ils vivre? C'est la question qui... Voilà. Alors, y a-t-il énormément de dégâts dans les bâtiments qui sont magnifiques? C'est un pays magnifique, mais on a peine à s'imaginer ce qu'il en reste aujourd'hui. Merci. Merci. Voilà, on peut redonner la parole aux deux personnes qui sont déjà intervenues, mais brièvement alors, hein, vraiment très brièvement. Oui. Au Moyen-Âge, l'espérance de vie, c'était 40 ans. Maintenant, évidemment, on a tous très peur de mourir. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de parler de ce genre de choses. Si on réfléchit bien par rapport aux études du GIEC, de différents démographes, etc., des prévisionnistes qui font des algorithmes, des modèles mathématiques de représentation de différentes choses, la Terre, pour survivre, ne devrait avoir en fait que 3,5 milliards d'habitants, pas plus. Alors on va faire comment pour ça?
Est-ce qu'on fait toujours la guerre? Donc ça veut dire que le Yémen disparaît? Est-ce qu'on coupe la vanne de sperme? C'est une solution. Voilà, je suis monté très haut. Merci monsieur, merci. Baraka, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Oui, c'est une question parce qu'il y a eu un rapport des Nations Unies, parce que monsieur a parlé de la piraterie. Est-il vrai que la cause de la piraterie dans la région était parce que les pêcheurs de la région ne pouvaient plus pêcher et que des bateaux occidentaux vont aller pêcher là-bas, ce qui a appauvri les pêcheurs et qui sont transformés en pirates? Ok, Catherine? C'est une question beaucoup moins précise, c'est juste nous, les Européens, on va bientôt voter, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour s'opposer à cette situation qui est dramatique? Merci. Alors voilà, donc il y a plusieurs questions. La question de la piraterie, vraiment, qui peut-être Alain, tu as une vision sur le sujet. La Belgique est engagée dans les opérations de lutte contre la piraterie, mais on sait aussi que de l'autre côté du golfe d'Aden, à Djibouti, les Chinois ont installé une base militaire navale qui est très active aussi dans la lutte contre la piraterie. Donc peut-être un regard là-dessus. Oui, justement, les situations ont quand même pas mal évolué, donc effectivement c'était un coin qui était infesté de pirates, mais maintenant les données ont changé, il y a la présence militaire, notamment des Chinois, qui est importante, et comme François l'a précisé, maintenant les Émirats occupent l'île de Socotra, qui était aussi devenue plus ou moins un repère de pirates, et contrôlent les côtes. Donc je pense que c'est plus compliqué maintenant, disons, le business de pirates c'est quand même beaucoup plus risqué que ça l'a été il y a temporé, quoi. Donc ce n'est plus une variable vraiment qui est, bon, je dirais qui est vraiment importante dans la piraterie. Elle est beaucoup moins, en tout cas, qu'elle l'a été à une certaine époque. Alors, il y a la question de la sensibilisation de l'opinion publique européenne à quelques mois des élections européennes, la question que pose Catherine. Alors, on a vu dans d'autres situations l'opinion être sensibilisée, s'organiser de manière beaucoup plus forte, hein, y compris en Belgique. Alors sur le Yémen, peut-être en multipliant des initiatives comme celle-ci, on pourra mieux sensibiliser, mais il faut évidemment l'organiser. Des organisations comme Amnesty peuvent probablement jouer un rôle là-dedans. Je ne sais pas si en France, les phénomènes de solidarité s'organisent. C'est vrai, on l'a souligné, l'absence de phénomènes qui nous touchent directement, comme les migrations, est peut-être un des éléments qui explique le peu de mobilisation. Mais en tout cas, c'est une question qui reste bien entendu extrêmement pertinente. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot sur les différentes interpellations. Amnesty, Monsieur Burga. Mais peut-être justement à propos des ventes d'armes, puisque la question a été posée, et peut-être que ça peut rejoindre aussi l'engagement que nous pouvons avoir en tant que citoyens européens, belges ou wallons. Alors en ce qui concerne les ventes d'armes, il faut savoir que l'Arabie Saoudite est un bon client pour les entreprises d'armement belges et les entreprises d'armement wallonnes, et il est évident aussi que les ventes d'armes alimentent et nourrissent le conflit au Yémen. Alors la section belge francophone d'Amnesty a mené une campagne importante à propos des ventes d'armes de la région wallonne à l'Arabie Saoudite. Alors c'est un sujet qui est, on l'a dit, c'est un sujet qui est particulièrement sensible, et la revendication de la section belge francophone d'Amnesty à ce propos, c'était, je ne vais pas entrer dans les détails techniques que je maîtrise d'ailleurs pas très bien, mais c'était que la région wallonne, qui est compétente pour octroyer ou refuser des licences d'armes à l'un ou l'autre pays, la région wallonne applique vis-à-vis de l'Arabie Saoudite un principe qu'on appelle le principe de précaution. Alors en résumé, c'est on ne vend pas d'armes à un pays qui est susceptible de les utiliser pour violer les droits humains, que ce soit sur son propre territoire, puisque là on sait très bien que l'Arabie Saoudite est particulièrement active pour mettre à mal les droits humains à l'intérieur du pays,
ou sur d'autres territoires, notamment au Yémen. Alors cette pétition a recueilli 50 000 signatures, ce qui n'est pas rien à l'échelle de la partie francophone de la Belgique. Elle a été remise au ministre-président Borsu. Et voilà, pour l'instant, on est un peu aussi, la région est un peu aussi assise entre deux chaises par rapport à cela. C'est un peu parfois un pas en avant, un pas en arrière. Mais peut-être que là aussi, il y a un engagement à avoir. Dans le désordre, rien sur la piraterie, mais je ne pense pas que ce soit une variable absolument centrale maintenant. Mais par contre, ce qui est important de rappeler, c'est que dans la communication des Saoudiens, il y a tout le temps, ils voudraient faire porter aux Houthis la responsabilité d'entraver la circulation dans Bab el-Mandeb. Et ça, c'est vraiment du baratin. Ils ont monté à plusieurs reprises des fausses nouvelles, comme quoi un pétrolier avait été bombardé, alors que non, il s'est avéré que c'était un bateau tout ce qu'il y a de plus militaire. Mais en tout cas, c'est un argument de la communication des Émiratiers et des Saoudiens de dire attention, il faut éradiquer les Houthis, sinon l'Iran va contrôler le détroit de Bab el-Mandeb. Voilà une facette de l'internationalisation. Nous étions en fait au Yémen ensemble, si j'ai bien calculé, 22, c'était, je retiens un, oui, j'y étais. Le Yémen vivait et vit encore un petit peu de l'émigration. Le Yémen a toujours eu une forte communauté émigrée dans le monde entier, hein, y compris, figurez-vous, jusqu'à Marseille dans les années 35, jusqu'à Détroit aux États-Unis. Donc il y a une forte émigration. Évidemment, elle a subi un revers terrible quelques années avant que vous arriviez au Yémen, lorsque l'Arabie Saoudite a expulsé 500 000, peut-être plus, travailleurs au moment de la crise du Golfe. Bon, mais ça fait partie. Alors le Qat, eh bien, évidemment, c'est le vice de ce pays. Je pense que vous connaissez tous. C'est à la fois quelque chose qui stabilise la société, parce que le Qat, on ne le mastique pas. On l'emmagasine en arabe. Yurazine el Qat, on l'emmagasine dans la joue, comme ça, puis et c'est une amphétamine désinhibisante. C'est-à-dire que vous rêvez que le poème que vous lisez aux amis dans le Martial est absolument génial. Et vous vous trouvez particulièrement intelligent, et le temps passe, et c'est assez agréable. Effectivement, il y a maintenant des associations de la société civile qui luttent pour faire revenir la culture du café, qui a été un point fort des exportations du Yémen, détruit complètement par le café colombien, etc., qui essaye de redonner ses chances à l'agriculture, puisque vous le savez, l'une des merveilles du Yémen, c'est que la ville de Sanaa, elle est à 2300 mètres d'altitude. Et que quand on va de Sanaa à Hodeida, on dit on traverse 3 saisons de l'année en quelques heures de route. Il y a un potentiel. Le Yémen stoppe les pluies de la mousson. Hein, je me souviens, c'est une petite anecdote, mais quand j'étais au Yémen, je m'énervais en entendant la météo sur TV5. Et la météo sur TV5 disait restez bien sur les côtes. Si vous allez à l'intérieur des terres, vous allez mourir de chaud. Et puis il disait également, si vous trouvez un nuage, apportez-le-nous. Et moi je me suis énervé et j'ai écrit, je me souviens, il s'appelait pas René Nava, non. Bon, il est décédé, le président de TV. Je lui ai dit, mais vous arrêtez de nous distiller des bêtises sur ce pays. Ce pays a une chaîne de montagnes extrêmement élevée qui capte la mousson, et on a des torrents d'eau au moment où vous nous dites allez au bord des côtes. Au bord des côtes, il fait très très chaud, dans les montagnes, il fait beaucoup moins chaud, c'est humide, etc., etc. Donc il y a quand même un potentiel agricole. Il y a évidemment un domaine maritime extrêmement important qui est totalement mal exploité jusqu'à présent. Donc il pourrait y avoir des pêches relativement substantielle. C'est pas un pays qui est complètement abandonné, mais effectivement, sur la carte, je sais plus où on en est, à l'époque, on disait 138e pays, je pense, hein, économiquement, c'est sans doute descendu encore un petit peu. Une bonne nouvelle quand même, beaucoup de choses ont été détruites au Yémen, sauf la vieille ville de Sanaa, qui a subi quelques dommages très significatifs, mais c'est pas la catastrophe. Hein. La vieille ville de Sanaa est conservée pour la seconde fois. Dans les années 70, il y avait le réalisateur italien hyper connu qui a fait Les Mille et une Nuits, vite donnez-moi son nom s'il vous plaît, hein, qui était à Sanaa. Il a dit oh, je suis sûr que dans 10 ans, ces merveilles auront disparu.
elles seront bétonnées, comme elles ont été bétonnées en Arabie Saoudite, où elles ont disparu totalement. Tout l'habitat traditionnel a été... Mais non, la pauvreté du Yémen a protégé l'architecture traditionnelle. C'est-à-dire que quand l'argent des hydrocarbures est arrivé, qui aurait donné les moyens aux citoyens un peu conscients des vertus de leur patrimoine, de bétonner et de se faire des villas dans la vieille ville, la conscience internationale était déjà tellement forte qu'il était impensable de toucher à la vieille ville de Sanaa. Donc la vieille ville de Sanaa a survécu à cette première poussée pétrolière. Vous savez, moi je fais partie de cette petite minorité, dont je suis très très fier, qui s'est baladé en Arabie Saoudite dans sa bagnole en venant du Yémen. C'est très difficile, il faut demander un visa de transit parce qu'un occidental ne peut pas se balader en bagnole en Arabie Saoudite. Et en Arabie Saoudite, je me souviendrai toujours, et les gens me disent « Oh, on va vous montrer un super beau village ». Et on me montre un village, je dis « Mais excusez-moi les amis, mais de l'autre côté de la frontière, on en a des centaines de villages comme ça ». Tous les villages, parce que les provinces du nord du Yémen ont été confisquées par l'Arabie Saoudite en 1934 au terme d'une guerre qu'ils ont perdue. Ils ont perdu 2 provinces. L'Arabie Saoudite a bétonné son patrimoine architectural. Le Yémen l'a préservé jusqu'à présent à cause de circonstances qui vont un petit peu échapper. Alors, la négociation de Stockholm, elle a déjà échoué. Hein. La négociation de Stockholm sur le port de Hodeïda, elle consistait à quoi? À dire qu'on allait laisser dans Hodeïda que les gens qui n'y étaient pas avant 2015, avant le début du conflit. Ça allait redevenir une gestion purement locale. Petite différence, il faut savoir que les Houthis ne sont pas chez eux à Hodeïda. Attention, les Houthis, ils ne sont plus dans leur tissu social, ils sont descendus au bord de la côte, ils n'ont pas le soutien spontané de la population. Donc l'idée c'était, les Émiratis, la coalition émiratie se retire au kilomètre 16, les Houthis remontent et la gestion est locale sous supervision de l'ONU. Le lendemain, il y a eu un bombardement aérien saoudien. Donc l'échec, il est déjà là. Et l'histoire du drone, oui, moi je l'ai vécu de façon personnelle, parce que j'étais à Genève en train de parler à MSF, à l'establishment de MSF, des faibles capacités technologiques des Houthis, et juste à ce moment-là, il y a un drone qui tombait pour me contredire et me ridiculiser. Donc je me souviens de ce drone qui m'a rendu encore plus modeste, non, qui m'a rappelé qu'il faut faire attention de ne pas parler du futur, c'est dangereux. Mais le processus de Stockholm, il est au point mort. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une autre session de négociation, on ne sait pas encore où. On ne sait pas encore où. Ce ne sera pas à Stockholm, ça sera dans un pays arabe. Donc pour l'instant, le processus de Stockholm, il est... c'est pour ça qu'on est vraiment dans une impasse. Je pense que, voilà, on a tout dit à nous tous. Ok. Juste peut-être un mot, c'est mon voisin qui m'a dit, t'as pas parlé de Oman. Alors juste pour donner un bon point à Oman. Oman est le seul pays de la région qui n'a pas adhéré à la coalition dite sunnite. Je ne l'ai pas dit ça, mais il y a 10 pays dans la coalition d'Arabie Saoudite. Il y en a, c'est des mercenaires soudanais qui envoient la chair à canon. Il y en a, ils s'en sont déjà retirés, le Pakistan. Mais Oman, et c'est très courageux, a refusé de céder à la pression de l'Arabie Saoudite pour entrer dans la coalition sunnite. Et ils ont gardé donc cette capacité de médiation qu'ont perdu les autres pays arabes sunnites de la région. Alors, je sais que parmi les jeunes et parmi nos étudiants, il y a beaucoup d'intérêt pour cette crise. D'ailleurs, certains étudiants travaillent sur ce sujet. Alors, j'en vois quelques-uns qui sont ici au 3e, 4e, 5e rang, qui ne se sont pas exprimés. S'il y en a un ou une parmi vous qui veut s'exprimer, donner un peu un point de vue de la jeunesse par rapport à cette crise. Vous avez fait le déplacement, vous avez souhaité venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un petit mot en guise de conclusion ou en termes de post-face à ce débat? Les jeunes? Non? Aucun parmi les étudiants? Voilà. Vous avez la parole pour la post-face de ce débat. Vous lui amenez le micro? J'ai une simple question par rapport à ce que dit Madame Brasseur juste avant. À propos de la vente d'armes de certains États à d'autres États, on dit qu'il y a voilà, un certain contrôle à propos de ça, notamment si la vente d'armes atteint aux droits humains, qu'on en soit sûr ou non. S'il y a un doute, on ne vend pas, apparemment, c'est ce que j'ai compris. Mais les armes, de toute façon, c'est pas... Ça atteint de toute façon le droit humain d'une certaine façon. C'est fait pour tirer une arme. Alors je me demande dans quel contexte on autorise une vente d'armes. Qu'est-ce qui justifie ça, puisqu'on parle quand même de droit humain et que voilà, on sait pourquoi c'est fait. Merci.
je vais essayer de vous répondre, mais je ne suis pas du tout une spécialiste en ce qui concerne les questions d'armement, mais je vais plutôt vous répondre par rapport au positionnement d'Amnesty en ce qui concerne ces questions d'armement. Donc Amnesty International, c'est une organisation de défense des droits humains, mais je dirais que ce n'est pas une organisation pacifiste, c'est-à-dire ce n'est pas une organisation qui va œuvrer pour la paix dans le monde comme certaines organisations peuvent le faire. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais Amnesty n'est pas contre les ventes d'armes, elle est contre les ventes d'armes à partir du moment où celles-ci vont être utilisées pour violer le droit international humanitaire et donc être dirigées vers des populations civiles de manière aveugle, sans discernement ou de manière délibérée. Voilà. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre soirée. Je voudrais vous remercier infiniment pour votre présence. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement le panel, remercier François Burguin, parce que c'est tout de même une chance de l'avoir parmi nous ici à Liège. Merci à Alain Grignard qui nous a permis cet échange avec François Burguin, et aussi à Florence Brasseur, à Amnesty International pour le travail qu'ils font et pour tout le travail encore qu'il y a à mener sur ce sujet. Grand merci du fond du cœur pour la qualité des échanges, et si vous voulez continuer de manière un peu plus informelle les échanges, eh bien, je vous invite ici dans le hall de la Cité Miroir à poursuivre encore quelques minutes avec nos orateurs qui seront présents. Et pour ceux qui le souhaitent, je pense, Fatima, qu'il y a à 19h30 une soirée qui sera organisée sur la thématique du Yémen, avec un repas. Et nos invités, ils seront là. Et les invités seront présents pour manger et continuer à débattre et essayer d'imaginer une solution un peu plus lumineuse à cette situation particulièrement dramatique du Yémen. merci à toutes et à tous. Bonne soirée.